Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Amundi? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, ça fait quelques temps, on n'a pas regardé Amundi ici. C'est une entreprise que moi, j'aime bien personnellement. On a fait plusieurs vidéos sur le sujet ici. La dernière, à peu près, je pense qu'elle date à peu près du mois de... Si je ne me trompe pas, on était aux alentours ici du mois de décembre, c'est ça? Décembre ou novembre, quelque chose comme ça. Bref, dans tous les cas de figure, Amundi ici, entre-temps, est-ce qu'elle a fait quelque chose? Non, je pense qu'elle a plutôt... Il n'y a rien de nouveau par rapport à la période précédente ici, donc on n'a presque pas bougé. OK? Donc, on va essayer de voir ici ça, on va essayer de voir rapidement ce qui s'est passé entre-temps. On a publié les résultats financiers ici, etc. Et vous savez que, et comme je l'ai mentionné tantôt ici, Amundi fait quoi? C'est la première chose qu'on doit regarder. Ici, nous avons Financial, donc secteur financier. Quelle industrie? Capital Market. Ça veut dire quoi, Capital Market? Donc, essentiellement ici, des asset managers, à peu près qui vont représenter une bonne partie ici des Capital Market. Parce que dans Capital Market, il peut y avoir d'autres éléments derrière, d'accord? Donc, on peut avoir Capital Market, avec des investment banking diversify. Donc, au niveau des Capital Market slash asset manager, vous savez, l'élément le plus important, les éléments les plus importants, d'accord, ici, c'est quoi? C'est la croissance des actifs. Parce qu'essentiellement, elle se rémunère avec quoi? Avec des frais. Des frais facturés sur quoi? Sur les actifs sous gestion. Donc, quand les actifs sous gestion augmentent, plus ils augmentent, mieux c'est pour nous. Si les actifs sous gestion diminuent, ce n'est pas bon. Donc, quand je regarde du Amundi, la première chose que je regarde ici, quand je dis ce n'est pas bon, ça ne veut pas dire que ça va continuer à diminuer jusqu'à la fin des temps. Parce que l'offre également est importante. La première chose que je vais regarder généralement, c'est l'évolution ici des actifs sous gestion. Quand vous regardez aussi au niveau de la collecte, on vous dit que par rapport au total ici, la collecte totale est de moins 11 milliards. Ça veut dire que par rapport au, c'est pas, 1 trillion et poussière qu'on a, on a fait moins 11 milliards. Mais cette collecte-là, il faut la regarder généralement sur une période de 6 mois généralement, 6 à 1 an par là. OK, donc la collecte, vous allez comparer ici ce niveau-ci par rapport à la collecte globale depuis le début de l'année, d'accord, parce que on peut juste avoir fait du surplace entre-temps, parce que regardez ici, les encours gérés par Amundi au 31 mars 2023 sont en baisse de 4,3% sur 1 an, mais progressent de 1,6% par rapport à la fin 2022. Donc, depuis la fin 2022 à aujourd'hui, nous sommes en progression. Si on compare sur 1 an par rapport à la période précédente ici, d'accord, au 31 mars 2022, nous sommes en décroissance. Donc, on va se dire ici que quand même, on a connu une année 2023 un peu difficile. OK? Et ces actifs sous gestion-là peuvent varier. Ça peut être lié à la décollecte, ça peut également être lié à la valeur des actifs globalement. Et vous savez que 2020, je pense que 2021 et 2020 ont été des années exceptionnelles ici au niveau de la bourse, etc. Il n'y a pas que ça. Parce que comme je l'ai dit, les actifs sous gestion, c'est important. Les produits proposés également sont importants. Est-ce que c'est quoi? Equity, obligations, ce genre de choses. Les customers sont importants. Est-ce que vous êtes plus retail, institutionnel? C'est très important. Et la distribution de ces produits-là. Voilà les éléments que je regarde quand je vais lire sur Amundi. Donc, le fait que Amundi soit très lié au crédit agricole ici, techniquement, je peux savoir que, OK, Amundi bénéficie ici du réseau du crédit agricole. D'accord? Le réseau de distribution. C'est très important parce que c'est bien d'avoir un gestionnaire d'actifs ici, mais si ces fonds ne sont pas distribués, ça ne sert strictement à rien ou ne sont pas proposés. C'est essentiellement la force de vente. OK? Donc, ces éléments-là sont très, très importants. C'est pour ça qu'il est très important de savoir à peu près dans quelle industrie vous mettez les pieds et quelle est la dynamique même derrière cette industrie-là. OK? Donc, c'est ce que vous allez généralement remarquer ici dans les capital markets. OK? Donc, ici, quand je vais regarder du Amundi, je sais que la période actuelle, si les marchés sont baissiers, si on est optimiste ou pessimiste, on pourra avoir ici des problèmes au niveau de la collecte. D'accord? Parce que généralement, ce qui est drôle, c'est que la collecte, on a généralement ici, la collecte est dynamique ici quand les marchés sont haussiers et elle est moins dynamique quand les marchés sont baissiers. Comme je le dis toujours, il faut regarder l'évolution. Il faut également regarder à peu près l'ensemble. Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à 1 milliard 934 1 trillion 934 milliards. Parce qu'ici, on parle en trillions. Il y a des acquisitions derrière, etc. Où est-ce qu'elle distribue ces produits-là? J'ai vu également ici qu'elle était très introduite ici en Asie, etc. C'est un marché qui est assez porteur également. Ici, il faudrait vérifier dans cette zone-là. Est-ce que ça augmente?
OK? Donc, voilà à peu près les éléments comment je vais regarder quand je prends une compagnie pareille. Parce que le dividende, etc., c'est très, très bien, mais c'est surtout les actifs sous gestion qui m'intéressent et leur évolution dans le temps. OK? Donc, grosso modo, c'est à peu près ça que je regarde sur ce genre d'entité. Maintenant, en termes d'évaluation, comme je l'ai dit, c'est le secteur financier ici. Ce qui est souvent bien, c'est que c'est bien d'avoir des actifs sous gestion, mais c'est également bien d'être assez diversifié par rapport aux différents revenus. D'accord? Donc, ici, vos différents revenus, ici, vous allez remarquer quoi? Si on prend les actifs sous gestion, on vous dit ici que nos actifs sous gestion, ici, on a à peu près, les retail ici représentent à peu près 578 milliards, dont vous et moi, etc. Et les institutionnels ici, c'est 472 milliards, ainsi que les assureurs, c'est 416 milliards ici. Donc, leur gros business ici, c'est surtout avec les institutionnels. On a également les joint ventures, etc. Et on peut également voir l'évolution de ces choses-là. Vous voyez que, entre-temps, par rapport à la collecte ici, bon, quand on a, voilà, par rapport à la période précédente ici, je vous comparé sur un an, c'est toujours bien. Les retails ont diminué. Pourquoi? C'est la question à laquelle il faut répondre. Ici, au niveau des institutionnels, les institutionnels sont moins, comment on dit ça? Ils ont tendance à être plus stables que les retails, d'accord? Dans une certaine mesure, ils paniquent moins. OK, parce qu'ils sont plus expérimentés ici. OK, les assureurs décollectent un tout petit peu ici. Ça peut également être dû à un problème dans leur secteur d'activité ou bien au fait qu'on ait peut-être perdu un contrat. Voilà, ça peut arriver. OK, mais on voit ici qu'il y a une certaine évolution, une certaine stabilité également. Donc, il faut questionner tout ceci. C'est très, très important. Ça ne veut pas dire que vous allez vous casser la tête avec le chiffre. Vous dites ouais, ça a diminué de 4%, ça va continuer à baisser. Non, checkez l'évolution dans le temps. Prenez également la raison pour laquelle ça a diminué présentement parce que ça peut être que on peut avoir plusieurs raisons. Si vous constatez également ici quels sont les différents actifs qu'on a, actions, diversifiés, diversifiés, les éléments, diversifiés, il faut aller regarder qu'est-ce qui inclut, obligations, etc. Le réel également, alternatif. Bof, voilà. On a à peu près fait le tour ici rapidement, d'accord? J'essaie de vous donner le maximum d'informations possible par rapport à tous ces éléments. Si je ne les sors pas de mon chapeau, d'accord? Je ne les sors pas de mon chapeau. Ça vient avec la lecture à peu près des éléments essentiels dans ce genre d'industrie-là, d'accord? Malheureusement, je n'ai pas de formation sur le capital market parce que je considère que, voilà, c'est trop spécifique ici, d'accord? Ce n'est pas que ça... mais on pourrait faire on pourrait faire une note par rapport à ce segment-là en particulier pour voir quels sont les éléments importants dans ce segment-là, mais ça ne sera pas inclus dans les mois à venir, d'accord? Parce que présentement, dans le service Top Premium, vous avez la possibilité de pouvoir bénéficier ici de 75% sur les formations à venir ici pour les 80 premières personnes, bien sûr. D'accord? Les formations à venir sont lesquelles? Comment lire les rapports financiers le 16 du mois de juin, donc vendredi prochain, et mercredi le 13 du mois de juin, vous avez comment analyser une banque, d'accord? Chacune de ces formations-là, vous avez des masterclass. C'est-à-dire quoi? Ce que vous avez appris dessus, on l'applique en réel avec des entreprises actuelles. Et je vais justement essayer de sélectionner celles qui sont les plus sous-évaluées selon moi et les plus qualitatives selon moi. Donc, c'est-à-dire que quand on voit à peu près, OK, si j'ai appris ça ici, comment est-ce qu'on l'applique en temps réel quand je vais lire peut-être les rapports financiers de BNP Paribas ou bien de Crédit Agricole, qu'est-ce que je dois aller regarder? Parce que le meilleur apprentissage, c'est la pratique. Vous pouvez faire des heures de formation si vous voulez, mais si vous ne pratiquez pas, ça ne sert à rien. Et je fais tout ici pour essayer de garder ces formations-là en dessous de 1h30, d'accord? Pour ne pas vous perdre à la fin de la journée. Ça ne sert à rien de vous bourrer d'informations. Il faut vous donner l'essentiel, ok? Il y a peut-être des formations ici où il faut vraiment parfois aller en profondeur, un peu comme avec les rates, parce que c'est un peu très particulier. Et ou bien également, les banques encore, ça peut aller, mais sauf que ce sont également les banques qui a bossé surtout l'étude du bilan ici. Et le plus important, même parfois des restes sur les banques, c'est surtout la masterclass dessus, ok? Donc, tout ceci pour les 80 premières personnes, d'accord? Vous pouvez les prendre également de manière individuelle quand elles seront disponibles. Mais si vous les voulez en date d'aujourd'hui avec un tarif préférentiel, normalement, donc tout est affiché à ce niveau-ci. Donc, c'est-à-dire que ce que vous payez là, c'est uniquement pour le service Top Premium et le droit d'avoir le discount de 75%. Enfin, pas 75%, il est de 80% en réalité. Je l'ai changé entre-temps. D'accord? De 80% ici, d'accord? Par rapport à tous ces éléments-ci. En supplément de ça, dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses sectorielles. Dernièrement, j'ai envoyé les analyses ici sur le tabac, d'accord? Dans le secteur du tabac, ici, ça vous donne à peu près l'évolution. C'est un secteur qui est sous pression. En fait, c'est un secteur uniquement pour la rente. Donc, la question que je me pose quand je vais dans ce secteur d'activité-là, c'est de savoir, est-ce que d'ici à 15 ans, ce business-là pourrait continuer à au moins me ramener le même niveau de bénéfice net? Ou bien le même niveau de dividende? Il y a de fortes chances que oui. Donc, c'est-à-dire que si j'ai investi mais présentement, il y a de grandes chances que je récupère mon cash, mais je ne m'attends pas à une certaine performance. C'est surtout pour la rente. D'accord? Ça vous donne une idée générale. Dans le secteur de l'aérospatiale et la défense, ça vous permet à peu près de voir à peu près comment est-ce que ce secteur-là se comporte en date d'aujourd'hui. Vous savez que tout ce qui concerne ici, l'environnement ici en Ukraine, etc., a renforcé, a encouragé les États à dépenser encore plus en armement ici, alors que c'était quelque chose qui était de plus en plus au ralenti. Vous avez vu ici que la dernière fois que les États-Unis ici ont renouvelé
ont étendu, comment on appelle ça, ont étendu ou bien renouvelé le plafond de la dette, je ne sais pas comment ils appellent ça ici. Le plus important ici, selon dans les discussions, c'était surtout la dépense en armement. Parce que vous savez, les démocrates n'aiment pas trop dépenser en armement. Donc les démocrates, ce sont des gens de gauche. Et les républicains, qui sont des gens de droite ici, aiment d'abord la sécurité, donc l'armement ici, la dépense en armement était important pour eux, donc ils devraient à peu près s'entendre à ce niveau-là. Donc après ça, vous avez les notes d'analyse généralement qui sont basées sur l'analyse sectorielle. Donc si je lis à peu près sur le secteur de la cabo-distribution dernièrement, je dis à peu près quelle est la situation présente. Donc vous savez que quand je vais regarder une compagnie comme Charter Communication, je sais que présentement on aura le code cutting et ça peut également s'appliquer aux compagnies comme Canal+, comme Canal Sat, ou des choses comme ça. Donc techniquement en France, la télévision est en train de mourir. Il faut changer littéralement le modèle de consommation a totalement changé. Donc, il faut que ces compagnies-là s'adaptent. Il faut également qu'ils aient des revenus alternatifs. Donc, il n'est pas étonnant de voir leurs revenus diminuer ici aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire qu'on va aller à zéro. Il y a de fortes chances que dans 100 ans, qu'il y ait encore des gens qui aient le câble. Oui, il y a de fortes chances que ce soit le cas. D'accord? Donc, après ça, vous avez des analyses fondamentales à la demande, comme celle qu'on fait présentement ici. OK? Donc, ça veut dire qu'on va aller lire les rapports financiers, on va aller lire les états financiers. Enfin, ce sont les états financiers. On vous donne à peu près l'avis général. Amundi, quand je regarde Amundi, je sais à peu près qu'est-ce que je dois aller chercher. Je vous donne le maximum d'informations. On dit OK, si je vous dis que les actifs sous gestion sont importants, la distribution est également importante. La segmentation de ces actifs sous gestion là est également importante, ainsi que les différents clients qu'on a, d'accord? Si on a plus de clients ici en les retail, si on a plus de retail ou d'institutionnels également, c'est différent parce que les retail sont plus frileux, les institutionnels sont moins frileux, d'accord? Donc ça peut également vous permettre de voir à peu près quelle est la distribution des produits, qui distribue nos produits ici. Ce sont des éléments importants. Il ne suffit juste pas de regarder les chiffres, parce que si je dois juste lire les éléments quantitatifs ici, je pourrais juste le faire comme ça la volée. Donc c'est également surtout pour poser les bonnes questions. Et en supplément de ça, chaque mois, je vous présente 2 notes d'analyse sur des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées, ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes. Donc, si je prends une entreprise ici, c'est une entreprise qui m'intéresse personnellement, je lis les rapports financiers, je vous présente ma note d'analyse ici, et on en débat. Je ne vous promets aucun rendement, d'accord? Il n'y a pas de promesse de quoi que ce soit ici, que non, vous allez faire du 20%, du 30%, non. OK, je vous présente l'entreprise avec les arguments que j'ai, on en discute, OK? Et si vous avez des questions par rapport à ça, on peut en discuter également, parce que c'est plus facile pour moi de parler d'une entreprise sur laquelle j'ai déjà lu mes rapports financiers. Vous pouvez me parler, par exemple, je prends une entreprise, par exemple, ici, comme de Google, on peut parler de Google, on peut parler de Broadcom, d'accord? On peut parler, par exemple, d'une entreprise comme, voilà, bref, il y en a d'autres également, on pourrait mentionner énormément d'entreprises également ici. Donc, vous avez également le lien vers le Discord ici privé, donc le Discord qui concerne uniquement le service Top Premium, parce qu'on en a 2 ici, le Discord de la chaîne, donc investi dans la qualité, et le Discord ici privé. Donc, plus le droit d'avoir toutes ces formations-ci à ce prix-ci uniquement. D'accord? Toutes celles-ci à ce prix-ci. Mais attention, toutes ne sont pas disponibles présentement. Vous savez qu'en juillet, on s'attend à quoi? Assurance. En août, ici, on s'attend à rates. En septembre, on s'attend ici à état financier, ainsi de suite. D'accord? Le chronogramme sera là. D'accord? De telle sorte que je pense que d'ici quelques mois, ici, on aura terminé tout ceci et ça sera totalement disponible ici individuellement. Et comme je l'ai mentionné, c'est uniquement pour ce nombre pour les personnes restantes ici. OK? Vous avez également une garantie de 30 jours et également, vous pouvez payer en 2 tranches. N'oubliez pas. OK? Ça, c'était la pub d'aujourd'hui, etc. Bref, on revient ici sur la vidéo, d'accord? Donc peut-être qu'on ferait une note particulière ici pour le secteur ici des capital markets, parce que je sais que vous aimez bien Amundi ici, ça pourrait être intéressant pour vous d'avoir cette note particulière là. Donc je vais voir à peu près, dépendamment du sondage qu'on va avoir à faire ici avec les personnes qui sont intéressées sur Amundi, parce que vraiment les services Top Premium, on essaye de donner le maximum d'informations possible ici. Comme je l'ai toujours dit, analyser une entreprise ici, les chiffres c'est bien, mais savoir la particularité derrière ces chiffres là, c'est mieux. Donc c'est pour ça que je fais des analyses des formations ici par rapport au segment d'activité, parce que chaque segment s'analyse de différentes manières. Je sais ici, quand vous allez regarder les secteurs ici, asset manager, etc., vous aurez tendance à vous poser les mauvaises questions. Et c'est le but ici aujourd'hui d'essayer de poser les bonnes questions. Bref, on revient sur Amundi. Maintenant, en termes d'évaluation, je sais que les free cash flow de cette compagnie-ci ne vont pas souvent représenter la véritable rentabilité du business. Donc, il faut faire attention. OK? Donc, quand je check cette compagnie-ci du point de vue phase grave, parce que j'ai déjà parlé de cette compagnie plusieurs fois. D'accord? Donc, on va rapidement, j'ai même pris beaucoup de temps ici aujourd'hui. Donc, on va rapidement sur Amundi. Donc, sur Amundi ici, quand on check à peu près les bénéfices nets ici ajustés, on constate quoi? C'est un business qui ne va pas avoir tendance à s'échanger à des PER très élevés.
Je dirais même qu'Amundi ici, je ne sais pas, mais Amundi, on peut aller à des prêts en que 15 fois les bénéfices. Ce serait même le maximum ici aujourd'hui, donc j'essaie même de me protéger par rapport à ça. On peut aller à 15 fois les bénéfices parce que ça reste ici le secteur financier. Peut-être qu'elle n'est pas également assez diversifiée, dépendamment de ses revenus. Peut-être que les revenus qu'elle obtient ici sont généralement très liés aux frais issus, qui découlent ici des actifs sous gestion. Donc, quand on a des actifs sous gestion qui varient, qui font le yo-yo ici, c'est un peu difficile. Il faut également voir que c'est une croissance par acquisition, donc parfois on doit surpayer pour cette croissance-là. Donc, faites attention, le secteur financier ici, voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Donc, ici, vraiment, vous allez voir que certaines entités comme BlackRock, on aura tendance à payer des PER bien plus élevés que ça sur BlackRock, parce que c'est un animal totalement, même si elle fait à peu près la même chose que Amundi ici, mais c'est un animal totalement différent. Ok, elle est un tout petit peu plus solide. Donc, oui, BlackRock, c'est 20 fois les bénéfices, etc. Mais Amundi, est-ce que je vais payer 20 fois les bénéfices? J'aimerais bien payer 20 fois les bénéfices, ça ne me dérangerait pas, mais je préfère déjà payer à peu près quelque chose d'assez correct. En termes de dette nette ici, est-ce que Amundi est très endetté? Quand on va aller lire à peu près sur Amundi ici, sur la partie finance, on constate quoi? La dette nette ici est aux alentours de combien? Vous avez une dette nette ici, on va aller vérifier parce que je n'ai pas la bonne information. 1 milliard 170. Oh, ça tombe bien. J'ai pris mon Fastgraph ici et Fastgraph me présente quoi par rapport à la dette nette. Donc, on va aller regarder directement ici Financial. On va aller regarder ici Fungraft. D'accord. On va le regarder ici en... Je vais le regarder ici en millions, d'accord, la dette nette ici en millions, donc balance sheet, la dette nette ici, voilà. Donc je vais les mettre ici annuellement parce que généralement les compagnies européennes, quarterly, ça ne va parfois pas fonctionner. Donc on va le mettre annuellement, donc c'est-à-dire que la dette nette qu'on a ici date du mois de décembre. Donc c'est-à-dire que 11 milliards 640 millions. Et encore, il faudrait même que j'aille vérifier le 11 milliards 640 millions parce que ça m'intrigue un tout petit peu. Parce que Zone Bourse ici ne me donne pas la même information. Ici on a à peu près moins 3 milliards 150 millions. Et parfois, quand on n'a pas la bonne information, qu'est-ce qu'on fait? On va directement dans les rapports financiers. On aime ça. Je le fais ici en temps réel, les amis, histoire d'aller bien vérifier l'information par rapport à cette dette nette-là. Qu'est-ce que je prends ici? Les résultats nets ici, Amundi, cette période-ci du premier trimestre 2023. On dézoome un tout petit peu ici. Donc, on va aller regarder la dette nette. Est-ce qu'on a l'information sur la dette? Donc, contrôle F, dette. OK. Qu'est-ce qu'on a par rapport à la dette? Est-ce qu'on a des occurrences ici par rapport à la dette? Dette, on n'a pas cette information-là. Est-ce qu'on a le balance sheet de la compagnie ici? Je ne l'ai pas non plus. OK, donc donnez-moi juste un instant. Revenu, actionnariat, c'est pas très important ça. Alors, où est-ce que je peux trouver l'information par rapport à la dette d'Amundi? L'information de la dette, parce que la dette, je ne pense pas que la dette soit à un niveau aussi élevé. Parce que si j'ai des informations qui ne vont pas dans le même sens ici, donc je vais plutôt prendre ici Amundi, les informations du mois de le T4 ici, annuel 2024. OK, donc on va le prendre ici. Généralement au T4, on a les informations ici concernant le balance sheet. Donc c'est surtout ça que je cherche. OK, est-ce qu'on me donne cette information-là, revenu? Encore une fois, non. Si je n'ai pas le revenu ici, si je n'ai pas cette information-là, où est-ce que je vais la trouver ici? Je pense que je vais prendre le DEU. Donc on va prendre autorisé, normal, tac, tac, tac. Oh, je me rappelle qu'Amundi a souvent une façon de présenter ses résultats que je n'aime pas. J'avais complètement oublié ça. Donc, il faut que j'aille fouiller à ce niveau-ci toutes les années. OK. Donc, est-ce que ça me donne l'information? Voilà, toutes les années. Donc, maintenant, rapport annuel 2021. Je n'ai pas encore l'information de 2022. Donc, est-ce que j'ai l'information rapport annuel, comme document d'enregistrement général ici? Est-ce que j'ai cette information-là? Parce que je cherche quelque chose qui est disponible depuis le mois de mai depuis 2023. Donc, ça, c'est 7 avril 2023. Ça a été publié. OK, parfait. Donc, une fois que j'ai cette information, par exemple, dans le DEU, je peux avoir l'information que je recherche. Dommage, c'est le DEU parce que je n'aime pas trop... je ne sais pas pourquoi en Europe, le DEU me dérange vraiment parce qu'on met trop d'informations dedans. On pourrait séparer ça en deux documents et pour essayer d'aérer les choses ici. Donc, je regarde à peu près à ce niveau les comptes consolidés ici au 31 du mois de décembre. C'est ça que je recherche. OK, une fois que j'ai ça, je vais chercher ici le bilan de la compagnie, d'accord, histoire de recoller la dette moi-même. Donc, total des actifs, 28 milliards et poussière. C'est le passif qui m'intéresse. Donc, total de la dette, on a 17 milliards. Donc, passif juste valeur des résultats, impôt coût amorti. Donc, la dette à long terme, dette subordonnée. Parce que ici, le problème, c'est que est-ce que ça représente la dette de la compagnie? C'est ça le problème. Donc, dans le passif ici, je pense qu'il faudrait que je prenne un tout petit peu de temps pour aller lire les rapports financiers pour aller essayer de trouver la bonne information concernant cette dette-là. Donc, quand ici passif financier à la juste valeur par résultat, parce que Amundi est un gestionnaire d'actifs. Il faut faire attention ici à son niveau d'endettement. Donc, si je recherche ici, si je n'ai pas l'information par rapport à l'endettement,
Je recherche également l'information ici. Donc, endettement, liquidité et endettement ici, on peut voir, voilà. Liquidité et endettement, endettement financier. Donc, ça veut dire que c'est uniquement Amundi. D'accord? Uniquement Amundi. Et vous pouvez voir ici qu'Amundi, on vous parle même de CET1, Tier 1, etc. Donc, c'est-à-dire qu'elle a également peut-être les mêmes obligations que les banques ici. Donc, il faut faire attention. Donc, endettement financier, donc net vision économique. Donc, ça veut dire quoi, vision économique? Donc, on sait qu'on doit aller fouiller les rapports financiers ici pour aller voir à peu près c'est quoi la vision économique ici. Donc, trésorerie nette, liquidité, à peu près, dette à court terme de la compagnie. Donc, en fait, la compagnie n'a presque pas de dette. On va le mettre comme ça. OK? Elle n'a presque pas de dette. Vous voyez que dépendamment de là où est-ce qu'on va se situer, on aura des informations ici qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça qu'il faut toujours aller regarder en profondeur sur les différentes entités ici aujourd'hui. OK? Donc, ici, l'endettement, on est aux alentours ici de, on va dire 0. D'accord? Elle a 1 milliard à pousser ici, mais on va mettre ici 0 parce que ça représente à peu près de 10% quand même ici. D'accord? Donc, ici, maintenant, en termes d'évaluation, ça veut dire quoi? Si Amundi, d'accord, on vérifie déjà par rapport aux prévisions. Est-ce que c'est un business qui est assez prévisible? Est-ce qu'il est prévisible comme business? Donc, analyse scorecard ici, on peut se dire dans une certaine mesure, oui. OK. D'accord? N'oubliez pas également qu'il est prévisible parce que, est-ce que depuis 2007 à 2022, le marché boursier s'est très bien comporté? Si c'est le cas, c'est peut-être pour ça qu'il est également assez prévisible parce qu'on avait de plus en plus d'inflow. Donc, on avait de plus en plus d'actifs sous gestion, dont les actifs sous gestion également avaient augmenté. Donc, il faut également regarder l'évolution de ces actifs sous gestion-là. Important. Donc, je pense qu'on a dû le faire également dans une vidéo ici. Donc, sur Amundi, je reviens ici. Une fois que j'ai cette information-là, par rapport ici à la stabilité, ici, aux prévisions des bénéfices nets, etc. OK. J'observe quoi? Le marché paye généralement à peu près une quinzaine de fois les bénéfices par là. Donc, disons-nous qu'on est peut-être à 15 fois les bénéfices. Si réfléchissons en termes de rendement. D'accord? Je pense que ça va être plus facile pour nous. Si Amundi me distribue la totalité des bénéfices nets attendus en 2023, OK, par rapport au prix actuel, 54,05 euros, ça c'était le prix d'hier, 8 du mois de juin, nous sommes le 9 du mois de juin, à l'heure où je tourne cette vidéo aussi, ça donne un rendement de 10,73%. Posez la question de savoir, est-ce que je suis prêt à accepter 10,73% de rendement de dividende chaque année sur cette compagnie-ci? Bien sûr que oui. Et vous voyez qu'elle distribue un généreux dividende qui est safe. Parce qu'on peut me donner 10%, mais on me donne ici 7%. Donc, il y a encore un 3% à côté et elle n'a presque pas de dette. Elle n'a même pas de dette, on va le dire comme ça. Maintenant, c'est également un business prévisible qui augmente ses bénéfices nets année après année. Et maintenant, les bénéfices nets peuvent augmenter parce que, les bénéfices nets par action peuvent augmenter parce que l'entreprise rachète ses actions. Pour le moment, ici, elle ne le fait pas. Plutôt stable. Donc, on peut se dire ici que c'est parce que, voilà, elle va signer de plus en plus de contrats d'actifs pour les actifs sous gestion avec les institutionnels, etc. C'est un exemple. Hein. Mais vous pouvez voir ici que c'est un business assez mature qui croît beaucoup par acquisition. OK? La croissance par acquisition, ici, généralement, on a tendance à surpayer les acquisitions. OK? So, je ne dis pas que c'est le cas d'Amundi, hein, mais il faut faire attention. Donc, toute croissance ici, dépendamment de comment est-ce que l'entreprise génère sa croissance, si ça peut être de meilleure qualité comme de bien moindre qualité. Enfin, ça dépend de la croissance ici par acquisition est généralement questionnable au niveau de la qualité. Et la croissance ici organique est généralement de meilleure qualité parce que ça veut dire qu'organique, ça veut dire qu'on vend de plus en plus de produits ou bien la demande est de plus en plus élevée pour nos produits ou bien pour nos services. OK? Donc, ici, en termes d'évaluation, ça veut dire quoi? On s'attend à peu près, ici c'est 5,74 €. Hein. Et là, on a combien? Sur Fastgraph, on a 5,80 €. Bon, on ne va pas chipoter sur la différence ici. Dans tous les cas de figure, ça tombe à 10%. D'accord? En 2025, on est à 6,81 €. OK? Si cet élément se réalise par rapport à ce qu'on attend en 2025, parce que le business est assez prévisible également, d'accord? Sur le prix actuel, on a à peu près un rendement de 12,61%. Le prix actuel ici, non, le prix à 54 ici, 12,61%. Est-ce que je suis OK d'acheter du Amundi en date d'aujourd'hui pour pouvoir avoir potentiellement 12% de rendement par rapport à mon coût d'acquisition d'ici 2025? Il y a de fortes chances que oui. Oui, pourquoi? Oui, sans doute parce que les produits que l'entreprise propose ici seront peut-être toujours d'actualité demain. D'accord, les fonds passifs, ça fonctionne toujours très très bien. Ok, c'est vrai que la compétition sera également rude. Et je vous ai dit que les frais sous gestion,
c'est quelque chose qu'il faut également regarder parce que BlackRock également ne va pas se laisser faire. Même s'ils sont déjà extrêmement gros, ils veulent prendre toutes les parts de marché. C'est également une industrie qui est assez... Le marché est également assez gros ici. Et il y aura encore beaucoup de consolidation, surtout avec les tout petits. D'accord? So, pour moi, Amundi reste intéressant au prix actuel. Et comme je vous l'ai dit, creuser un tout petit peu plus pour regarder à peu près les particularités dans tout ce qui concerne les entreprises comme Amundi. D'accord? Vu qu'on a téléchargé ici le document d'enregistrement universel ici de Amundi, on va juste regarder ça ici. Vous pouvez voir qu'il y a toute une partie ici qui est dédiée aux risques. D'accord? D'habitude, moi j'aime bien cette partie des risques là. Ça me permet ici d'aller voir à peu près à quoi s'attendre ici à court terme. Enfin, quels sont les risques liés à un investissement sur ce type de compagnie. Sinon, vous l'avez ici, Amundi, risque en général, ici, gestion des risques adéquats et propres. Donc ici, on vous donne ici l'information concernant les risques. Si on vient ici, les facteurs à risque ici, donc ici les facteurs à risque audités. Donc on vous dit ici que le risque opérationnel, ok. Après ça, vous avez ici le risque de dysfonctionnement de processus, risque de non-conformité, risque de discontinuité des activités. Ça fait partie ici des risques opérationnels, d'accord. Donc vous pouvez lire à peu près cette partie-là, ça vous donne à peu près qu'est-ce que l'entreprise ici... sur quoi mettre l'accent quand vous regardez à peu près les risques liés à un investissement sur Amundi. Ok, je pense également que j'ai dû faire une vidéo sur Amundi par rapport à ces risques. Je pense que c'était Amundi dividende en danger, si je ne me trompe pas. Dans tous les cas de figure, aujourd'hui, Amundi reste toujours assez intéressante. Que le prix monte, baisse de toutes les façons, il y a de fortes chances que ça continue à bien performer. En tout cas, en termes de bénéfices nets, qu'on ait à peu près une stabilité dans le futur. Ok, donc ça ne change pas. Je ne pense pas qu'on ait changé d'avis par rapport à la dernière vidéo ici. On a peut-être également passé un peu plus de temps à parler de capital market, etc. Qu'est-ce qu'il faut aller regarder? Comme je le rappelle encore une fois, regardez à peu près les actifs sous gestion, regardez à peu près la diversité des produits ici. D'accord? Donc, est-ce que l'entreprise ici dépend énormément des frais ou bien elle a des frais liés aux actifs sous gestion ou bien elle a d'autres produits qu'elle peut proposer ici? D'accord? Regardez également ici la distribution de ces produits-là. On les distribue où? Quel est le marché qui performe le plus? Asie, Europe, etc. D'accord? Si c'est en Europe, avec qui on a des contrats, par exemple, de distribution, sans doute avec Crédit Agricole ici, pour l'Europe, parce que si vous investissez dans Crédit Agricole, vous avez investi dans Amundi. Et quand on regarde ici à peu près les différents clients ici, qui sont-ils? Est-ce que c'est retail? Est-ce que c'est institutionnel? Bref, voilà à peu près des informations comme ça, d'accord? Comme je vous l'ai dit ici, peut-être qu'on fera une note ici uniquement pour les capital markets, d'accord? Ça sera pas une formation, mais c'est plus une note ici pour vous aider à peu près à déchiffrer, pour vous aider à peu près à vous guider dans tout ce qui concerne ici les éléments importants à aller regarder dans des entreprises exerçant dans le capital market. Parce que comme je le dis toujours, chaque entité, dépendamment du secteur d'activité, s'analyse d'une certaine manière. D'accord? C'est très important. On ne va pas les analyser de la même façon. C'est pour ça que je prends la peine de vous expliquer tout cela. D'accord? C'est pour ça que j'ai pris la peine également de faire des formations thématiques. Oui, tu es un vendeur de formation aujourd'hui. Vous êtes libre de le prendre ou pas. On reste bons amis de toutes les façons. Le contenu ici restera toujours le même. Il y a assez de vidéos ici pour vous aider à faire des analyses quantitatives. D'accord? Mais comme je l'ai toujours dit, c'est le narratif derrière qui est important. Quand je vais dans le secteur ici, par exemple, du lithium, une vidéo qu'on va faire tantôt dans les jours à venir avec Albert Marle. Est-ce que je vais acheter Albert Marle en date d'aujourd'hui parce qu'elle gagne beaucoup d'argent alors que c'est une compagnie cyclique? Donc, qu'est-ce que je dois aller regarder dans les compagnies cycliques? Quand je vais prendre une compagnie dans le secteur du pétrole, qu'est-ce que je devrais aller regarder? Quel type de compagnie on a dans le secteur du pétrole? Toutes les compagnies ne se ressemblent pas. Total Energy ne peut pas être comparé à Occidental Petroleum, par exemple, que Warren Buffett aime bien. Total Energy est de bien meilleure qualité parce qu'elle est verticalement intégrée ici, c'est-à-dire qu'elle est un tout petit peu plus stable. Attention maintenant, Occidental a peut-être des champs pétroliers ici de meilleure qualité, peut-être en termes de coûts de production, etc. Bref, c'est différent. Dépendamment des secteurs d'activité, on sait qu'on aura tendance à prendre des PE moins élevés ici, plus élevés ici, donc, etc. Donc, à peu près, c'est ce qu'on va expliquer dans les différentes masterclass ici. Donc, les banques, premièrement, comment lire les rapports financiers. On va peut-être en faire un exemple ici avec une compagnie comme Téléperformance, vu que c'est la situation du moment, ok? Qu'est-ce qu'on va aller chercher précisément quand nous, on va lire les rapports financiers, ok? So, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement, d'accord?
je me réserve toujours le droit de me tromper, d'accord? Et n'oubliez pas le lien vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Ces deux liens-là sont dans la description de la vidéo. Et on se dit à bientôt. Amundi, je reste assez correct ici aujourd'hui. Enfin, je reste toujours optimiste par rapport à cette compagnie-ci, même si c'est pas tendance à souffrir à court terme ici. Mais comme je dis souvent ici, on investit à long terme. On achète des business et on n'achète pas juste des actions. Et pour le moment ici, on me propose 10% au prix actuel. Qu'est-ce que je vais faire à réfléchir pendant longtemps? Je le prends. Mais j'aurais préféré également que Amundi rachète ses actions pour que le marché puisse également apprécier le prix, pour que le marché également puisse s'apprécier ici à la hausse, enfin, par rapport au prix de l'action, d'accord? Même en gardant les multiples actuels, si vous rachetez vos propres actions, le prix aura tendance à être de plus en plus élevé, d'accord? Si j'ai une action ici, enfin, si les actions se négocient ici à 10 fois les bénéfices et qu'on a 1 euro ici et qu'on achète à 10 dollars, c'est-à-dire que si on enlève ici, si je rachète 10% des actifs ici, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1 dollar par action, j'aurai 1,1 dollar par action à 10 fois les bénéfices. On est déjà à 11 dollars juste parce qu'on a racheté des actions. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne, c'est mécanique. OK? Maintenant, si les PER ont tendance à s'envoler, aller au ciel, tant mieux, mais ici, aujourd'hui, je pense que 10% ici de rendement, on dort sur nos deux oreilles. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je vous ai déjà dit au revoir. N'oubliez pas un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. On se dit à bientôt. Merci.